Now, before the death of the Queen, Princess Anne sat down with Chris Shipp, with her mother, saying the Queen always led by example. Tout a commencé non pas dans un palais ou un musée, mais dans le murmure feutré d'une maison de vente aux enchères de l'Essex. Au milieu d'empilements de vieux meubles et d'objets de famille oubliés gisait une modeste boîte en bois poussiéreuse et sans prétention, jusqu'à ce que son couvercle s'ouvre en grinçant. À l'intérieur se trouvait une enveloppe en papier ivoire décolorée par les décennies scellée d'armoiries cramoisies que l'on n'avait pas vues depuis plus de 25 ans. L'écriture était indubitable. Elle appartenait à Diana, princesse de Galles. La découverte faite début 2024 a provoqué une onde de choc en Grande-Bretagne. Pendant 26 ans, cette lettre était restée cachée, transmise discrètement de main en main, intacte et jamais lue. Ce qui a étonné les historiens, ce n'était pas seulement son existence, mais aussi le nom qui y était inscrit, la princesse Anne. Deux femmes, deux héritages, deux conceptions radicalement différentes de ce que signifie être membre de la royauté. L'article paru initialement dans le Times s'est rapidement propagé à travers le monde. En quelques heures, des hashtags comme @Diana's Lost Letter et #Royal Revelation sont devenus viraux à l'échelle mondiale. Des chaînes comme la BBC, CNN et Sky News ont interrompu leurs programmes habituels pour couvrir ce que certains ont qualifié de « découverte royale la plus importante depuis l'ouverture des archives de Windsor en 2017 ». La British Library a confirmé que des experts en écriture avaient authentifié la lettre écrite quelques semaines seulement avant la mort de Diana en août 1997. Cette révélation a rouvert des blessures que l'on croyait cicatrisées depuis longtemps. Pour une monarchie encore en proie à des turbulences récentes, les problèmes de santé persistants du roi Charles, le retrait discret de Camilla de la vie publique et l'éloignement du prince Harry, le moment ne pouvait être plus tragique. Une fois de plus, le fantôme de Diana planait sur la maison de Windsor, obligeant une nouvelle génération à se confronter à un passé dont elle ne pouvait jamais vraiment se détacher. Le monde entier réclamait des réponses. Pourquoi Anne, la princesse royale, avait toujours incarné le devoir et le silence, une femme apparemment insensible à la vulnérabilité émotionnelle qui caractérisait Diana. Chaleureuse en public, elle se montrait distante en privé. Des personnalités diamétralement opposées. Pourtant, cela prouvait que durant ces derniers mois, Diana s'était tournée non pas vers son frère, ses amis, ni même le père de ses fils, mais vers Anne. Comme prévu, Buckingham Palace a refusé de commenter. Mais des sources internes ont confirmé au Guardian que cette découverte avait suscité une profonde réflexion au sein de la famille. Un conseiller de haut rang a décrit l'atmosphère comme un mélange de respect et de malaise. Un autre a simplement déclaré « Certains esprits ne trouvent jamais vraiment le repos ». Quelques jours plus tard, des historiens de la famille royale furent convoqués pour examiner la lettre sous haute sécurité. Le papier portait les armoiries de Diana, réservées à sa correspondance la plus privée. Et l'écriture montrait des signes de précipitation. Ce n'était pas un geste anodin, a souligné Evelyn March, archiviste à la British Library. C'était délibéré, écrit avec urgence et conviction. Elle savait exactement ce qu'elle voulait dire. Mais la question demeurait pourquoi maintenant? Pourquoi cette lettre avait-elle refait surface après toutes ces années? La réponse se trouvait chez un homme nommé Thomas Henderson, un banquier retraité qui collectionnait discrètement des objets historiques britanniques depuis des décennies. À la mort de M. Henderson, fin 2023, ses exécuteurs testamentaires découvrirent la lettre scellée dans un tiroir de son bureau, à côté d'un vieux article de journal relatant les funérailles de Diana en 1997. Ces archives révélaient qu'il avait acheté la lettre auprès d'un courtier privé en 2001, qu'il ne l'avait jamais ouverte ni exposée. Pour lui, elle était sacrée, non pas destinée à être montrée, mais à être préservée. Pendant 20 ans, cela resta caché tandis que la monarchie se transformait et que le regard que le monde portait sur Diana évoluait. Elle n'était plus seulement la princesse tragique des tabloïds, elle était devenue un symbole de vérité, de vulnérabilité et de rébellion contre les hiérarchies obsolètes. Son héritage perdura non par le scandale mais par l'empathie, une qualité de plus en plus rare parmi les dirigeants du monde. Lorsque les experts ont officiellement validé la lettre, en février 2024, la Grande-Bretagne était à nouveau divisée entre fascination et respect, curiosité et culpabilité. Certains critiques estimaient que son ouverture violait sa vie privée, d'autres pensaient que l'histoire l'exigeait. Nous avons lu toutes les rumeurs jamais écrites à son sujet, a déclaré la commentatrice royale Sarah Langford sur BBC Radio 4. Aujourd'hui, pour la première fois, nous pouvons l'entendre sans filtre, sans fiction. Lorsque le contenu fut enfin prêt à être publié, la tension atteignit son paroxysme. Devant la British Library, une foule s'était rassemblée déposant des fleurs, des bougies et des messages manuscrits, comme ce fut le cas au palais de Kensington en 1997. « J'ai l'impression qu'elle nous parle à nouveau », confia une femme aux journalistes les larmes aux yeux.
Parallèlement, les médias ont commencé à établir des parallèles entre la lettre perdue de Diana et le climat actuel au sein de la monarchie. Alors que la santé du roi Charles était fragile et que le prince William assumait des responsabilités de plus en plus visibles, le public britannique a vu l'histoire se répéter, un jeune héritier conjuguant tradition et transparence à l'image de ce que sa mère avait tenté de faire autrefois. Certains commentateurs ont même suggéré que la lettre pouvait éclairer la manière dont Diana anticipait les défis auxquels ses fils sont désormais confrontés. Sur les réseaux sociaux, les discussions ont oscillé entre émotion et politique. Certains ont vu dans cette lettre un poignant rappel du peu de changements intervenus, de la même pression médiatique et de la même rigidité institutionnelle contre lesquelles Diana s'était battue. D'autres, notamment les plus jeunes, y ont vu un acte de courage intemporel. Une femme qui, à la fin de sa vie, a osé dire la vérité aux puissants, dans son style manuscrit. La réaction internationale fut tout aussi vive. Le Monde en France y vit l'écho d'une conscience réduite au silence trop tôt. Des médias américains comme le Washington Post décrivirent la lettre comme le pont entre l'ancien monde de la monarchie et l'ère numérique. Même Der Spiegel en Allemagne publia une tribune suggérant que la Grande-Bretagne, en redécouvrant les mots de Diana, retrouve son sens moral. La British Library a annoncé que la lettre serait exposée en 2025 dans le cadre d'une exposition spéciale intitulée « Voix inaudible, l'héritage de Diana à travers ses lettres ». Les billets se sont vendus en 48 heures. Les historiens ont salué cette découverte comme un miroir qui tourne, offrant à la Grande-Bretagne l'opportunité de réexaminer comment l'émotion, l'image et l'humanité s'entremêlaient au sein de la couronne. Et pourtant, au milieu de toute cette effervescence, une vérité troublante persistait. Cette lettre n'était pas destinée au monde entier. Elle était adressée à une seule femme, Anne, qui, selon des sources proches du palais, ne s'est pas exprimée publiquement sur cette découverte. Son silence, comme toujours, en dit long. Pourtant, tandis que les experts s'apprêtaient à lire à haute voix pour la première fois l'encre délavée, le monde comprit qu'il s'agissait de bien plus que de l'histoire. C'était le dialogue inachevé de Diana avec l'avenir. Et pour une monarchie encore en quête de sens, ce dialogue ne faisait que commencer. Bien que toutes deux soient nées dans des familles privilégiées et influentes, Diana et Anne étaient spirituellement diamétralement opposées. Diana, la princesse du peuple, vivait avec un cœur ouvert et parlait ouvertement d'amour, de solitude et du poids écrasant de la vie royale. Anne, en revanche, incarnait la résilience stoïque d'une autre époque courageuse, dévouée et d'une sensibilité notoirement exacerbée. L'une fascinait les foules, l'autre les subissait. Et pourtant, chacune allait finalement tendre la main à l'autre dans un geste qui brisa des décennies de silence. Lorsque le contenu de la lettre a commencé à circuler dans les milieux universitaires, les observateurs royaux ont été stupéfaits, non seulement par ce que Diana avait écrit, mais aussi par la personne à qui elle l'avait adressé. C'est d'une ironie poétique, a noté le correspondant royal du Guardian. Pendant des années, Anne a incarné tout ce que Diana n'était pas: la retenue, le pragmatisme, la maîtrise. Et pourtant, lorsque Diana a eu besoin de se confier, elle a choisi Anne. Ce choix à lui seul en dit long sur l'évolution de Diana durant ces derniers mois. Leur différence était légendaire. Anne a grandi dans le creuset de la discipline rigoureuse de la reine Élisabeth II. Après la guerre, une femme capable de monter à cheval sous une pluie battante sans se plaindre d'honorer 5 rendez-vous par jour et de refuser systématiquement toute interview. Diana, au contraire, a fait son entrée dans le monde royal comme une force de la nature. Rayonnante et naïve, à 19 ans, elle s'est peu à peu transformée en une icône mondiale, faisant de sa vulnérabilité une force. Là où Anne croyait en la répression des émotions, Diana les a utilisées comme une arme, transformant la douleur en empathie et la rébellion en réforme. Des sources proches de la famille royale murmuraient depuis longtemps qu'Anne désapprouvait la façon dont Diana se comportait vis-à-vis de la monarchie. Elle jugeait les interviews émouvantes et les manifestations publiques de chagrin indignes. Lors de la fameuse émission Panorama de la BBC en 1995, où Diana avait avoué qu'il y avait 3 personnes dans ce mariage, Anne était, semble-t-il, furieuse. « On ne lave pas le linge de sa famille en public », aurait-elle dit à un proche selon le biographe Nicholas Davis. Pour Anne, le silence avait survécu à la monarchie. Pour Diana, le silence l'avait déjà détruite. Pourtant, la lettre récemment révélée ne laissait transparaître aucune amertume, aucune trace de rivalité ni de ressentiment. Au contraire, elle exprimait de l'admiration. « Tu possèdes quelque chose que je ne pourrai jamais apprendre ?» écrivait Diana à Anne. La capacité de rester ferme face à la tempête. Elle décrivait Anne comme inébranlable comme la terre sous les pieds de Buckingham. Une femme qui comprenait le devoir même quand personne d'autre ne le comprenait. C'était le genre d'éloge que personne n'aurait pu imaginer de la part de Diana. Les historiens royaux considèrent désormais cette lettre comme une tentative de Diana de surmonter leurs différends, voire comme des excuses pour des années d'incompréhension mutuelle. Ce n'était pas de l'amitié, explique Elizabeth Ware, conservatrice à la British Library. C'était de la reconnaissance.
Diana voyait en Anne ce dont la monarchie avait besoin pour survivre, de l'endurance sans cruauté, de la force sans ostentation. Et peut-être espérait-elle qu'Anne verrait en elle le cœur que la monarchie avait oublié. En 2025, ce contraste est plus pertinent que jamais. La Grande-Bretagne, encore marquée par la santé déclinante du roi Charles et l'influence grandissante du prince William, continue de débattre du type de monarchie qu'elle souhaite. Les sondages YouGov d'avril 2025 ont révélé que 68% des Britanniques préfèrent une famille royale moderne et ouverte émotionnellement. Une évolution directement liée à l'héritage de Diana. Les jeunes électeurs, notamment ceux de moins de 35 ans, citent son authenticité comme l'exemple par excellence d'un leadership public exemplaire. Elle a donné une dimension royale à l'humanité, a déclaré un électeur au Guardian. Personne n'a fait mieux depuis. Ce fossé culturel, entre le stoïcisme d'antan et la sincérité nouvelle, caractérise toujours la famille Windsor. La princesse Anne demeure l'un des membres les plus respectés de la famille, avec un taux d'approbation constamment supérieur à 80%. Pourtant même, elle s'est adoucie ces dernières années. Les observateurs notent ses échanges plus chaleureux avec Catherine, princesse de Galles, et son rôle de mentor auprès de William, qui assume de plus en plus de responsabilités. C'est subtil mais indéniable, a observé l'analyste royal de BBC Newsnight. Le ton d'Anne a changé. Elle croit toujours au devoir, mais elle a enfin pris conscience des exigences émotionnelles d'une nouvelle génération, la génération que Diana a contribué à former. La révélation de cette lettre a donc eu un impact bien plus profond que prévu. Elle n'était pas simplement le reflet d'un échange privé, mais le miroir de la longue évolution de la Grande-Bretagne de la formalité à l'émotion. À une époque où la monarchie doit justifier son existence par l'empathie et le service public, la lettre de Diana à Anne résonne presque comme une prophétie. Elle savait que cette transformation était imminente, explique l'historienne culturelle Lillian Rhodes. Elle ne se contentait pas de pressentir le changement, elle lui a donné un nom. Le ton des propos de Diana semble avoir été écrit pour 2025. La tradition ne doit pas devenir un mur, écrivait-elle, sinon nous perdrons ceux qui croient encore en nous. Cet avertissement résonne étrangement avec l'actualité, alors que la famille royale peine à conserver sa pertinence dans un monde qui ne vénère plus les couronnes, mais les remet en question. Anne, fidèle à sa discrétion habituelle, ne fit aucun commentaire public sur la lettre. Cependant, des sources proches du palais laissent entendre qu'elle avait discrètement approuvé la décision de la British Library de l'exposer à condition qu'elle soit présentée avec dignité. Un membre du personnel qualifia la réaction d'Anne de « étonnamment réfléchie ». Un autre, interrogé par le Télégraphe, se contenta de déclarer « Elle l'a lu 2 fois ». Le véritable sens de la lettre de Diana réside peut-être moins dans ce qu'elle révèle que dans ce qu'elle restaure. 2 femmes jadis opposées au sein de la famille royale sont désormais unies par leur héritage, l'une par sa force inébranlable, l'autre par son infinie compassion. Le monde les a dressées l'une contre l'autre pendant des décennies, mais grâce à cette lettre, l'histoire a enfin trouvé le moyen de les réunir. Alors que la Grande-Bretagne se tourne vers un avenir marqué à la fois par la responsabilité et la grâce, il est clair que la survie de la monarchie pourrait dépendre de l'équilibre entre ces 2 forces, la fermeté d'Anne et l'âme de Diana. Le parcours de cette lettre est presque aussi extraordinaire que son contenu. Après la mort de la princesse Diana en août 1997, une grande partie de sa correspondance personnelle a été soigneusement archivée, cataloguée, et dans certains cas discrètement détruite. Pourtant, cette enveloppe, en particulier scellée à la cire rouge foncée et adressée à la princesse Anne, a complètement disparu des archives officielles. Sa survie est une histoire de hasard, de loyauté et du respect silencieux qui entoure encore sa mémoire. D'après des documents récemment découverts, provenant des archives de la propriété et des entretiens avec des historiens, la lettre a entamé son périple quelques jours seulement avant le dernier voyage de Diana à Paris. Elle l'a confié à un conseiller de haut rang du palais, un homme réputé pour sa discrétion, en lui demandant de la conserver précieusement jusqu'à ce qu'il trouve le temps. Ces mots vagues et troublants sont restés gravés dans la mémoire des descendants du conseiller qui les ont confirmés au Times dans un article d'enquête publié après la découverte de la lettre en 2024. Après la mort de Diana, l'assistant aurait quitté ses fonctions royales, ne supportant plus les critiques et le chagrin qui accablait le palais. Il confia la lettre encore sous scellé à un collectionneur d'objets royaux, réputé pour sa protection méticuleuse des documents confidentiels. Ce n'était pas une question d'argent, a déclaré une connaissance du collectionneur. C'était une question de préservation. On oublie souvent à quel point Diana divisait les opinions au sein même du palais. Certains la considéraient comme une sainte, d'autres comme une menace. Ils pensaient que la lettre était plus en sécurité hors du palais qu'à l'intérieur. Pendant des années, elle disparut discrètement. Des rumeurs circulaient sporadiquement évoquant un dernier message que Diana aurait écrit à un membre de la famille royale.
Mais faute de preuves, ces histoires étaient balayées d'un revers de main, considérées comme de pures inventions de tabloïds. Puis en 2001, l'enveloppe changea de main, à nouveau sans faire de bruit, et fut acquise par Thomas Anderson, un banquier londonien à la retraite passionné d'histoire britannique. Anderson n'était ni un colporteur de ragots, ni un observateur de la famille royale. Ses amis le décrivent comme réservé érudit et d'une austérité presque monastique. Il traitait cette lettre comme une relique, a confié un voisin au Guardian. Il ne s'est jamais vanté de la posséder. Il la gardait simplement précieusement comme s'il attendait le moment propice. Les journaux intimes d'Anderson, publiés à titre posthume, révèlent ses réflexions personnelles. Certains mots, écrivait-il, sont faits pour attendre que le monde soit prêt à les entendre. Pendant plus de 20 ans, il a veillé à ce que la lettre reste intacte, scellée et conservée dans des conditions climatiques contrôlées. Non pas dans un coffre-fort, mais dans un simple tiroir en chêne de son bureau. La redécouverte n'eut lieu qu'après la mort d'Anderson fin 2023. Lors de l'inventaire de ses biens, un assistant chargé du catalogage de documents anciens découvrit l'enveloppe en ivoire si particulière. Reconnaissant immédiatement l'écriture, il alerta le département des manuscrits royaux de la British Library. S'ensuivit un long processus d'authentification comprenant des analyses d'encre, la datation du papier et la comparaison des écritures. Chaque test confirma l'incroyable vérité, il s'agissait bien de la main de Diana, de son encre, de son arme. La publication de cette lettre en 2024 a alimenté le débat sur la préservation de l'histoire royale et sur les personnes qui en ont le contrôle. Les critiques ont fait valoir que de tels documents autrefois détenus par des particuliers risquent d'être perdus ou exploités à des fins lucratives. On observe une tendance plus générale, a souligné le rédacteur en chef de la rubrique Culture du Guardian. De la correspondance du prince Philippe pendant la guerre aux journaux intimes de la reine Victoria, les documents royaux tombent souvent entre des mains privées avant même que les chercheurs puissent y avoir accès. Cela soulève des questions de transparence de propriété et d'héritage. La décision de la British Library d'acquérir la lettre et de la présenter au public dans le cadre de l'exposition Voix inaudibles, l'héritage de Diana en lettres en 2025 a marqué un tournant dans le débat. Pour la première fois, le public a pu voir l'enveloppe rester secrète pendant des décennies, ses bords jaunis, le seau de cire légèrement craquelé mais toujours intact. Les visiteurs ont décrit le fait de se tenir devant elle comme une expérience étrangement spirituelle. « Elle semble vivante », a déclaré un visiteur à BBC News. On peut presque sentir sa présence comme si elle murmurait à travers le temps. Mais le mystérieux parcours de cette lettre a également relancé le débat sur la culture du secret qui règne au palais. Suite aux récents appels à une réforme institutionnelle, notamment après les controverses entourant le prince Andrew et l'examen minutieux des finances royales, de nombreux Britanniques considèrent que la survie de la monarchie dépend de la transparence. Diana avait précisément prédit ce combat, a déclaré l'historienne Lillian Rhodes lors d'une table ronde sur Sky News. Elle entrevoyait un avenir où le silence ne protégerait plus la couronne. Ironie du sort, sa propre lettre, restée cachée pendant des décennies, confirme aujourd'hui cette réalité. La fascination du public pour la correspondance perdue de Diana témoigne d'une évolution culturelle plus profonde. À l'ère du numérique obsédé par la transparence, les lettres manuscrites recèlent une intimité rare. Plus lentes, plus réfléchies, elles ne peuvent être modifiées, ni par des conseillers, ni par des algorithmes. Comme l'écrivait The Atlantic dans un article de 2025, dans l'encre de Diana, nous voyons ce que les réseaux sociaux ont effacé la réflexion avant l'expression. Le parcours de cette lettre invite aussi à une réflexion troublante sur la construction de l'histoire. Pendant des années, le récit de Diana a été façonné par d'autres auteurs, biographes, cinéastes, voire sa propre famille. Cette fois, les mots étaient les siens seuls. Pas d'interview, pas de caméra, pas de nègre littéraire, juste de l'encre et une intention. Lorsque la British Library ouvrit enfin l'enveloppe dans des conditions contrôlées, les témoins parlèrent d'une admiration silencieuse. Un archiviste royal présent ce jour-là déclara que c'était comme déballer un battement de cœur. À l'intérieur se trouvaient 3 feuilles pliées de papier lisse couleur crème, chaque ligne écrite de la main de Diana. Aucun ornement, aucun en-tête, seulement ces armoiries discrètement imprimées dans un coin. Et sur le dernier pli, une minuscule tache d'encre comme si elle s'était été interrompue au milieu d'une phrase pour réfléchir ou peut-être pour ressentir quelque chose. C'était le genre d'imperfection humaine que la technologie et l'émotion ne peuvent reproduire. Pour une monarchie longtemps caractérisée par le contrôle, la résurgence de cette imperfection, préservée par le hasard, découverte par accident et révélée par le temps, est une révolution silencieuse. Car au final, le long silence de la lettre racontait une histoire aussi puissante que les mots eux-mêmes, que la vérité même, enfouie sous les tiroirs et la poussière finit toujours par revenir à la lumière.
Lorsque les archivistes commencèrent enfin à lire à haute voix la lettre de Diana dans une salle fermée à clé de la British Library, les premiers mots plongèrent l'assistance dans un silence absolu. Son écriture pourtant élégante trahissait une énergie fébrile irrégulière, précipitée, chargée d'émotions. « Ma très chère Anne, commençait-elle, je ne t'écris ni pour attirer l'attention, ni pour obtenir ton pardon, mais parce que je vois les choses trop clairement pour les ignorer. Ce n'était pas un communiqué royal, c'était une confession, une vision, et surtout le cri du cœur d'une mère. Le ton était d'un calme désarmant presque prophétique. Diana ne s'attarda pas sur ses griefs personnels, elle parla plutôt d'un système qu'elle aimait mais dont elle craignait l'autodestruction. L'institution, écrivit-elle, ne peut survivre si elle oublie ceux qui la rendent si importante. Elle avertit que le respect du public pour la monarchie évoluait, passant de la dévotion à la désillusion. Les apparences ne suffiront plus, on exigera de l'authenticité et cela risque d'effrayer ceux qui n'ont jamais vécu avec elle. Ces mots semblaient être presque prophétiques aux yeux des historiens. En 2025, cette même lutte définit la crise d'identité de la monarchie. Les jeunes générations exigent transparence, prise en compte des problèmes de santé mentale et égalité de la part d'une institution fondée sur la distance et la hiérarchie. Son analyse semble avoir été écrite spécialement pour l'actualité. Elle a poursuivi « Si nous ne nous adaptons pas, ils ne nous verront plus comme une famille, mais comme une façade ». Pour quiconque lit ces lignes aujourd'hui, cette phrase résonne particulièrement fort. La décennie écoulée a été marquée par ce constat des réactions négatives au scandale du prince Andrew. Au départ de Harry et Meghan, l'image d'une famille royale unie s'est effondrée sous les yeux du monde entier. Pourtant, Diana ne cherchait pas la vengeance. Son souci était son héritage et plus précisément l'avenir émotionnel de ses fils. Willem et Harry doivent apprendre à ressentir avant d'être appelés à jouer un rôle, écrivait-elle. Ils seront observés, adorés et jugés à parts égales. Mais ils ne doivent jamais perdre le courage de dire leur vérité, même si leur voix tremble. Ces lignes soulignées à l'encre bleu-noir résonnent aujourd'hui d'une actualité terrifiante. À une époque où les deux princes ont emprunté des voies radicalement différentes. Willem, futur monarque moderne et dévoué, et Harry, exilé, volontaire et défenseur de la vérité, la lettre de Diana apparaît comme une prophétie accomplie. L'un cherche à préserver le système, l'autre à le remettre en question. Chacune de ces voix, à sa manière, fait écho à son combat intérieur pour concilier identité et attente. Le ton de Diana envers Anne était remarquablement respectueux, voire soumis. « Nous ne sommes pas proches, admit-elle, mais je crois que tu comprends quelque chose que je ne pouvais pas saisir, la persévérance. » Elle décrivit Anne comme « la boussole silencieuse de la famille » et loua sa constance au milieu du chaos. « Quand je ne serai plus là, poursuivit-elle, et qu'il s'égare, qu'il voit en toi que la force peut exister sans froideur, que la loyauté n'est pas synonyme de silence. » Ces mots ont surpris même les historiens royaux les plus chevronnés. Pendant des décennies, Anne et Diana ont été présentées comme deux femmes aux antipodes, l'une de l'autre, deux femmes liées par le devoir mais aux tempéraments opposés. Or dans cette lettre, la voix de Diana comble ce fossé, reconnaissant en Anne la seule femme de la famille royale capable, selon elle, de préserver l'humanité de ses fils dans un monde qui valorise le conformisme. Le passage le plus glaçant se trouvait peut-être au milieu de la deuxième page. Un mal se développe entre la monarchie et la presse, une faim qui nous dévore et nous reproche ensuite d'être dévorés. Elle exprimait sa crainte que la quête de la perfection ne devienne une arme contre la vérité. La lettre était datée de juillet 1997, quelques semaines seulement avant l'accident de voiture à Paris qui allait lui coûter la vie, une tragédie causée par le harcèlement incessant des paparazzi. Pour beaucoup, ce passage de la lettre semblait presque surnaturel tant il était prémonitoire. Des commentateurs de médias internationaux, du Washington Post au Guardian, ont noté que son avertissement concernant le mal qui ronge la monarchie et les médias reflétait parfaitement la relation qui continue de miner la famille royale aujourd'hui. Après les polémiques entourant les reportages de Meghan Markle et plus récemment la désinformation générée par l'IA concernant la santé et la succession de la famille royale, les mots de Diana résonnent comme une dénonciation d'une machine qui n'a jamais cessé de tourner. Mais au milieu de toute cette souffrance, il y avait aussi de la tendresse. Diana a écrit sur les moments passés à regarder ses fils jouer dans les jardins du palais de Kensington, sur la joie qu'ils lui apportaient au cœur de sa solitude. « Leurs rires me font vivre », confiait-elle. « Ils me rappellent que l'amour ne se commande pas. » Le dernier paragraphe cependant devint très personnel. « Si le pire devait arriver, écrivait-elle, n'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'enfants. Laissez-les faire leur deuil comme des personnes et non comme des symboles. Ne laissez pas le protocole les priver de leur guérison. »
Ces dernières lignes ont ému aux larmes même les universitaires les plus chevronnés. Elle révélait une mère consciente de sa mortalité, non pas paranoïaque mais perspicace. Quelqu'un qui comprenait le prix de la célébrité, la fragilité de l'image et le danger de la répression émotionnelle. Dans les jours qui ont suivi la publication du contenu de la lettre, les médias internationaux ont établi des parallèles entre le dernier plaidoyer de Diana et les débats actuels sur la santé mentale dans la vie publique britannique. Ces dernières années, l'initiative Heads Together du prince William et la campagne Shaping Us de Catherine ont placé le bien-être émotionnel au cœur de l'engagement royal, un héritage que beaucoup attribuent désormais directement aux avertissements restés lettre morte de Diana. Elle a prédit avec justesse le mouvement que ses enfants mèneraient un jour, a souligné l'historien de la BBC Andrew Merriman. C'est comme si sa voix était devenue leur mission. Même des médias internationaux hors du Royaume-Uni ont relayé cette information. Dans une tribune du New York Times, la chroniqueuse Elise Bryant écrivait « La lettre de Diana n'est pas qu'un document historique. C'est une boussole éthique pour l'ère de la surveillance numérique, un rappel que l'empathie demeure la forme de pouvoir la plus radicale. » C'est peut-être pourquoi la révélation de cette lettre ressemble moins à un événement historique qu'à un retour fantomatique. La femme autrefois accusée d'avoir enfreint les règles royales semble désormais avoir rédigé le guide de survie de la monarchie depuis le début. Pour Anne, qui ne s'est pas exprimée publiquement sur cette découverte, la lettre aurait eu un impact profond. Un responsable du palais a confié au Télégraphe qu'Anne était restée seule pendant des heures après l'avoir lue. Elle n'a rien dit, se souvient-il, mais elle semblait se souvenir de quelque chose qu'elle avait tant essayé d'oublier. L'avertissement d'une mère écrite à l'encre qui a survécu à son auteur est devenu le miroir le plus honnête de la monarchie, le reflet de ce qu'elle était et de ce qu'elle pourrait encore devenir si elle apprenait à écouter. Pendant des décennies, les observateurs royaux ont supposé que les princesses Diana et Anne n'entretenaient guère plus qu'une tolérance polie l'une envers l'autre. Deux femmes issues du même milieu mais ne partageant pas le même langage. L'une était l'incarnation même de l'émotion, chaque geste analysé et admiré. L'autre était une discipline de fer inébranlable, insensible à l'opinion publique. Elles se dressaient comme deux piliers d'époques opposées. Diana, incarnation de la compassion et de la visibilité, et Anne, gardienne du stoïcisme et du dévouement. Pourtant, à travers cette lettre, l'histoire a révélé ce que peu auraient pu imaginer qu'au-delà des années de réticence et d'incompréhension, un lien fragile s'était tissé entre elles. Écrire à Anne comme Diana l'a fait quelques semaines avant sa mort était un geste aussi symbolique que personnel. Elle n'a pas choisi le sentimentalisme, a observé Harriet Coates, correspondante royale du Guardian. Elle a choisi la stabilité. Anne incarnait la persévérance, une qualité que Diana admirait mais qu'elle n'a jamais su maîtriser. Dans une famille où les émotions étaient souvent perçues comme un fardeau, la décision de Diana de se confier à celle qui était la moins encline à la compassion était radicale. Elle ne cherchait pas l'amitié, elle cherchait à se préserver. À la deuxième page de la lettre, les mots de Diana à Anne résonnaient d'une humilité inattendue. « Tu as emprunté le chemin que je n'ai pu parcourir. Tu as survécu à la presse, aux critiques, aux jugements. Et pourtant, tu continues d'avancer. J'envie cette force non pas parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle te soutient. » Pour la première fois, peut-être celle qui avait conquis le monde admettait envier celle qui n'avait jamais cherché à être comprise. Les historiens royaux ont rapidement noté que ce changement de ton marquait l'évolution émotionnelle de Diana. La princesse autrefois impulsive avait gagné en conscience, sa compassion étant désormais tempérée par le recul. Ce n'était pas une lettre écrite par désespoir, a déclaré Lillian Rhodes, commissaire de l'exposition Voices Unheard. Elle l'a écrite dans un esprit de réconciliation. Elle cherchait à renouer les liens, non à demander pardon. Pour Anne, la lettre était à la fois un miroir et un briseur de miroirs. Des années de tensions non exprimées avaient marqué leur relation. Anne refusait de se laisser emporter par la sincérité précoce de Diana, la qualifiant souvent de mélodrame. Pourtant, l'ironie était d'une poésie cruelle. Derrière des portes closes, les deux femmes souffraient en silence. Le mariage d'Anne avec le capitaine Mark Phillips était depuis longtemps tendu assombri par ses infidélités et son dévouement inconditionnel au travail. Diana, au contraire, menait ses combats en public, son chagrin étalé à la télévision pour être disséqué par le monde entier. Elles avaient plus en commun qu'elles ne le pensaient, des femmes nées avec le sens du devoir mais punies pour avoir éprouvé d'autres sentiments. La révélation de cette lettre a bouleversé cette dynamique. Elle a démontré que Diana, qui avait si souvent défié la tradition, avait compris dans ces derniers mois la valeur de la persévérance méthodique d'Anne. Elle voyait en sa belle-sœur non pas une rivale, mais une protectrice, quelqu'un qui pouvait inculquer à ses fils une force qui lui faisait elle-même défaut. Elle avait appris que la vulnérabilité sans structure s'effondre, observait l'historienne culturelle Joanna Carter dans le Télégraphe.
Anne était devenue l'échafaudage sur lequel elle espérait que ses fils se fixeraient un jour. Et que c'était à dire. La réaction du public à ce nouveau lien fut immédiate et émouvante. Les forums en ligne regorgeant de commentaires de femmes qui se reconnaissaient dans les deux personnages, l'idéaliste empathique et la survivante pragmatique. Diana nous a appris à ressentir. Pouvait-on lire dans un tweet devenu viral, mais Anne nous montre comment continuer quand les sentiments ne suffisent plus. Même au sein de la famille royale, des sources internes ont admis que cette découverte avait modifié la perception d'Anne. Pendant des années, on a sous-estimé sa chaleur humaine, a déclaré un responsable du palais. Mais les paroles de Diana l'ont révélé sous un jour nouveau, celui d'une personne dont le silence traduisait non pas l'indifférence, mais une véritable carapace. Ce sentiment a été partagé par Catherine, princesse de Galles, lors d'une conversation privée entendue par hasard, lors d'une réception caritative et rapportée plus tard discrètement par le Times. Si Diana était le cœur, Anne est la colonne vertébrale. Le contraste entre eux est particulièrement pertinent en 2025, alors que la Grande-Bretagne s'interroge sur ce que devrait représenter la famille royale moderne. Le prince William se positionnant de plus en plus comme un réformateur pragmatique et Catherine comme un trait d'union entre formalité et empathie, l'influence de ces deux femmes se fait sentir dans la génération suivante. William a le cœur de sa mère, a noté Jonathan Reeve, analyste à la BBC, mais la discipline de sa tante. Cette combinaison, chaleur et autorité, était peut-être précisément ce qui lui a permis de guider la monarchie à travers sa période la plus tumultueuse depuis les années 1990. Pendant ce temps, la princesse Anne poursuit son travail discret, menant à bien des centaines de commandes chaque année sans tapage ni scandale. Pourtant, sa relation avec William et Catherine semble avoir subtilement évolué depuis la révélation de la lettre. On note une affection plus marquée entre eux en public, des rires partagés lors d'événements officiels et de petites attentions témoignant d'un respect mutuel. Certains biographes royaux pensent que ce changement reflète la volonté d'Anne d'honorer la mémoire de Diana, transmettre son savoir à la génération suivante. Anne ne parle jamais de la lettre de Diana, a confié une source au Guardian, mais son influence se fait sentir dans chacun de ses conseils. L'idée d'une succession féminine, la transmission du savoir et non des titres, s'est ancrée dans l'imaginaire collectif. Les observateurs sociaux ont salué le lien entre Diana et Anne comme un rare exemple d'héritage féminin transcendant la rivalité. Pour une fois, écrivait Vogue UK, la féminité royale se définit non par la compétition mais par la continuité. Il est tentant d'imaginer Diana sourire à cela. Après des années passées à être perçue comme émotive ou naïve, elle est désormais considérée comme l'architecte d'une force nouvelle alliant empathie et endurance. Et Anne, celle qui incarnait jadis tout ce que Diana n'était pas, est devenue discrètement la gardienne de cet équilibre. Leur histoire, celle de deux femmes que leur tempérament sépare, que le temps unit, offre un aperçu rare de l'humanité au sein de la monarchie. Elle prouve que le progrès n'est pas toujours bruyant et que la réconciliation ne naît pas systématiquement de la solidarité. Parfois, elle arrive des décennies plus tard, scellée dans une enveloppe, attendant que le monde soit prêt à l'ouvrir. Au final, la lettre de Diana a fait bien plus que simplement rapprocher deux femmes. Elle a fait le lien entre deux époques. L'ère d'une royauté insensible a cédé la place à une ère d'humanité. Et la messagère n'était pas la femme la plus photographiée au monde, mais la lettre qu'elle a laissée derrière elle. Au printemps 2025, lorsque la lettre fut exposée au public, la Grande-Bretagne ne se contentait pas de lire les mots de Diana, elle les vivait. Des visiteurs faisaient la queue pendant des heures devant la British Library pour voir les 3 feuilles de papier à en-tête couleur crème qui avaient miraculeusement survécu au tendre secret et à la tragédie. Des parents sont venus avec des enfants qui n'étaient même pas nés à la mort de Diana. Des vétérans qui avaient autrefois massé le long des rues lors de ses funérailles se sont de nouveau levés cette fois pour voir sa voix renaître à travers l'encre. L'exposition est devenue non seulement une attraction royale, mais aussi une confession collective, une prise de conscience de l'ampleur des changements survenus dans le pays et de l'empreinte qu'elle portait encore. Pour beaucoup, la lettre résonnait étrangement avec l'actualité. Les avertissements de Diana concernant une monarchie qui perd tout contact avec l'empathie semblaient être écrits pour les gros titres qui défilaient sur nos écrans en 2025, les débats incessants sur la responsabilité de la famille royale, la surveillance en ligne omniprésente de Catherine et Meghan et le malaise du public face aux privilèges héréditaires. Elle avait tout vu venir, a déclaré le docteur Andrew Merriman à la BBC. Elle avait prédit l'ère où la vie privée disparaîtrait, où la réputation pourrait se construire ou s'effondrer en un instant. Elle ne se contentait pas de comprendre le système. Elle en avait anticipé la transformation numérique. Le moment choisi était
on ne peut plus symbolique. Alors que la lettre attirait l'attention du monde entier, la famille royale traversait une nouvelle période de transition. Le roi Charles, de plus en plus fragile, avait réduit son rôle public, laissant au prince William la responsabilité d'assumer davantage de fonctions d'État. Sous son impulsion, la monarchie entama une modernisation discrète mais indéniable des cortèges plus restreints, une diminution des financements publics et un engagement sans précédent en faveur de la transparence. Nombreux étaient ceux qui y voyaient le prolongement direct de la vision de Diana, une monarchie humanisée et non idolâtrée. William n'imite pas sa mère, a fait remarquer Rachel Morgan, chroniqueuse au Times. Il institutionnalise ses valeurs, là où elle, par ses sentiments, enfreignait le protocole, il transforme la compassion en principe directeur. De fait, les efforts de William pour déstigmatiser les problèmes de santé mentale, privilégier le développement de la petite enfance et simplifier les activités royales reflètent tous les principes énoncés par Diana dans sa lettre. Servir doit être synonyme de lien et non de spectacle. Pour le prince Harry, la découverte a eu une résonance différente. De l'autre côté de l'Atlantique, sa fondation californienne a publié un communiqué saluant l'exposition comme un rappel de la mère qui nous a appris l'empathie. Les tabloïds britanniques ont rapidement interprété cela comme un appel à la mobilisation du palais, mais des sources internes l'ont décrit comme un message de solidarité et non des excuses. Harry, malgré son retrait de la vie royale, a toujours considéré son engagement pour l'authenticité et la santé mentale comme le prolongement de la mission inachevée de Diana. Dans sa lettre, elle écrivait « Il ne faut jamais les punir pour ressentir les choses trop intensément. Le monde tentera de les forcer à choisir entre la vérité et le devoir. Dites-leur que les deux peuvent coexister. » Ces mots désormais immortalisés sous la vitre d'un musée semblaient avoir été écrits pour lui. Entre-temps, la fascination du public pour le rôle d'Anne s'est accrue. Son silence concernant la lettre, son refus de l'exploiter ou de la dramatiser, n'a fait qu'amplifier son mystère. Anne a compris ce que Diana voulait dire, écrivaient les éditorialistes du Guardian. Elle a répondu dans le seul langage qu'elle connaissait, le devoir. De fait, sa proximité affichée avec William et Catherine ces derniers mois lui a valu les éloges d'observateurs qui la jugeaient autrefois sévère. Elle est devenue un symbole de continuité discrète, le trait d'union entre le passé inébranlable de la couronne et son présent plus affirmé. Partout en Grande-Bretagne, la lettre a suscité une réflexion plus large sur le leadership, l'empathie et l'évolution du rôle de la monarchie à l'ère des divisions sociales. Les commentateurs ont comparé les propos de Diana aux tendances mondiales, le déclin de la confiance dans les institutions, la montée en puissance de la transparence individuelle et la soif d'authenticité chez les personnalités publiques. Le New York Times l'a qualifiée d'architecte malgré elle de la politique émotionnelle et a salué son rôle dans la redéfinition des attentes mondiales en matière d'empathie chez les dirigeants des décennies avant que le terme ne devienne courant. Bien au-delà des cercles royaux, sa lettre a suscité une vague d'analyses médiatiques et de commentaires culturels. Des documentaires retraçant sa vie ont envahi les plateformes de streaming, des conférences universitaires ont débattu de son influence sur le féminisme et la morale publique. Un cycle de conférences à Oxford, intitulé « La princesse du peuple et la politique des sentiments » a attiré des milliers de personnes. L'argument final, qui a trouvé un écho sur toutes les plateformes, était simple: la plus grande rébellion de Diana n'était pas contre le protocole, mais contre l'indifférence. En ce sens, sa lettre ne se contentait pas d'offrir une vision d'avenir. Elle traçait une voie à suivre. Elle envisageait une monarchie dotée d'intelligence émotionnelle capable de guider par la vulnérabilité plutôt que par la distance. 28 ans plus tard, ses fils, chacun à sa manière, incarnent cette vision. William posé et attaché aux institutions, Harry franc et indépendant. Entre eux se déploie tout l'héritage de Diana, la retenue alliée à la conscience, la conviction empreinte de compassion. Pourtant, le point culminant émotionnel de la lettre réside dans sa phrase la plus sobre. « Quand je ne serai plus là, veillez à ce qu'ils ne se sentent jamais seuls. » Ces mots simples et maternels transcendent leur contexte royal. Dans un monde encore marqué par l'isolement, la perte et la fragmentation de la vérité, son appel résonne comme un message universel. Dans les interviews données à l'occasion de l'exposition, Catherine a évoqué avec douceur son impact. « C'est bien plus que de l'histoire », a-t-elle déclaré lors d'une émission de la BBC. Cela nous rappelle que la force peut être douce et que l'amour couché sur le papier peut survivre à tout. Son ton était à l'image de celui de Diana, sobre, authentique et profondément humain. Les internautes ont inondé les réseaux sociaux de messages soulignant que la voix de Catherine ressemblait à la sérénité retrouvée de Diana. Alors que l'exposition touchait à sa fin, les commissaires ont annoncé que la lettre serait archivée de façon permanente à la British Library, un don non seulement à la monarchie mais aussi au peuple. Les visiteurs ont laissé des messages dans un livre d'or numérique, hommages, excuses, réflexions. Certains ont simplement écrit « Elle avait raison ».
Et c'est peut-être là l'essence même de la prophétie de Diana, qui s'accomplit. La vérité, une fois exprimée avec amour, ne peut être réduite au silence par le temps, la hiérarchie ou la tragédie. Elle écrivait pour avertir, apaiser et préparer. Et aujourd'hui, alors que ces mots façonnent l'institution même qu'elle a jadis contestée, son esprit apparaît moins comme un spectre hantant la monarchie que comme une conscience la guidant. La monarchie a beau avoir des couronnes, des traditions et des serments, l'héritage de Diana, né de l'encre de l'empathie et de la rébellion, rappelle à la Grande-Bretagne que la plus grande forme de pouvoir reste le courage de